Bien, bonsoir. Dans l'actualité, la sortie exclusive de la Marine nationale au sujet de l'arraisonnement de Oleg Naidanov. Retour sur les péripéties de l'opération menée par des hommes qui s'estiment suffisamment outillés pour contenir ces agissements de bateaux étrangers et même du Sénégal. Sommet de la francophonie, tension et malaise sur la route. Le clou, la délégation générale chargée de l'organisation aurait bénéficié de marché de gré à gré. Le poste de Premier ministre au Sénégal, une malédiction. La problématique refait surface. Qu'en sera-t-il de l'avenir de la patronne de la prémature? Analyse et décryptage en fin de journal. Le journaliste Ibrahim Bakhoum est l'invité de cette édition. Ce n'était pas du tout simple l'arraisonnement de ce navire russe le week-end dernier. La Marine nationale a dû faire face à une certaine résistance, une résistance de la part de l'équipage du chalutier. Plus de peur que de malheureusement. La Marine nationale revient pour la première fois à la télévision sur les péripéties de l'événement. Nous entendrons le capitaine Michel Diouf avant la fin de ce journal. Il nous parlera également des moyens de contrôle et de surveillance dont dispose l'armée sénégalaise pour faire face à cette situation. Cette assurance qu'il a livrée à notre reporter tout à l'heure. Le tableau de chasse 2013, selon lui, affiche 15 navires. La tension couve sur le chemin du prochain sommet de la francophonie au Sénégal. Le choix du chargé de communication, quelque peu décrié par le délégué général à cette organisation, une position moyennement appréciée par son adjoint. Elle en parle par ailleurs d'un marché de gré à gré qui aurait été attribué à la délégation générale chargée de l'organisation du sommet. C'est un récit d'Ibrahim Kamara. Il était question d'une rencontre entre les membres de la délégation générale pour l'organisation du 15e sommet de la francophonie et les responsables des médias. Sur la question de la journaliste Maïmouna Ndour Faye de la 2STV, gré accordé à Richard Attias, dont la société doit s'occuper de la communication du prochain sommet de la francophonie. Le délégué général de la dite structure, Jacques Abibsi, répond que c'est le président de la République, Macky Sall, qui a donné le marché. Si vous en avez l'occasion, posez la question au chef de l'État, ajoute Jacques Abibsi. Le délégué général réfutera aussi les chiffres avancés, ça et là. La réponse de Jacques Abibsi mettra son adjoint Pape Massensen dans tous ses états. Ce dernier est de servir à son patron. Ce n'est pas responsable d'associer le chef de l'État à cette affaire. Pape Massensen de préciser que c'est la signature de Jacques Abibsi qui figure bel et bien sur le contrat et qu'il doit donc assumer cela en fournissant les explications idoines au lieu d'un tel comportement devant les journalistes. Des personnalités présentes sur place ont tenté de justifier l'usage du gré à gré du fait justement de l'urgence et de l'aménagement d'un cadre de transparence. Le bénéficiaire du marché, Richard Attias, s'est expliqué sur les colonnes d'AfriqueInsight.com pour dire que le choix porté sur sa société se justifie par son meilleur profil et que son sens élevé du lobbying participe à doper ses chances. L'impressionnant accident de la circulation sur la route de l'aéroport à hauteur du village de Yoff. 2 morts, 3 blessés graves. L'automobiliste a fini sa course sur un panneau de la station d'essence. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule qui roulait à vive allure. Ibrahim Khan. Une circulation au ralenti sur les 2 voies de l'aéroport ce matin. La cause, cet accident spectaculaire à hauteur de Yoff. L'incident est survenu vers les coups de 1 h du matin. Le bilan est lourd. 2 morts sur le coup et 3 blessés graves évacués à l'hôpital général de Grand Yoff selon un témoin. L'état de la voiture en dit long sur la violence du choc. La carrosserie complètement endommagée. Le moteur, lui, s'est complètement détaché du véhicule. Les causes de l'accident restent pour le moment inconnues. Parmi les blessés, 2 femmes à bord de la cabine arrière du véhicule, selon toujours un témoin. Il déclare en outre que le chauffeur roulait à vive allure avant de perdre le contrôle du volant. Et puis nous retrouvons de suite Cheikh Abdou Kadir Mbakesek en ligne de la rencontre entre ministres de l'enseignement supérieur et étudiants. Bien entendu, cette rencontre porte entre autres sur la hausse des frais d'inscription, disposition de la nouvelle réforme décriée, dénoncée par ces étudiants. Bonsoir Kadir. Bonsoir Khalifa. Alors, y a-t-il un nouvel élément dans cet échange? Pas du tout. Comme
Comme je l'ai dit déjà en Wolof, nous sommes ici depuis 11 heures, mais la rencontre a démarré vers midi entre les étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, les parents d'étudiants, les recteurs, entre autres, bref, tous les acteurs de cette question. Elle se déroule à huis clos. L'objectif, trouver une issue à la crise universitaire suite aux réformes sur l'enseignement supérieur. Il y a eu une première concertation qui a pris fin vers 15 heures. Officiellement, rien n'est sorti de cette rencontre pour le moment, mais sous le sceau de l'anonymat, certains étudiants interrogés nous ont affirmé que le point de discorde reste toujours les frais d'inscription. A signalé que les deux parties ne se sont pas accordées sur le montant qu'elles ont proposé. Les différents acteurs se concertent jusqu'à présent et les journalistes attendent toujours de savoir ce qui va ressortir à l'issue de cette rencontre. À rappeler que c'est la deuxième négociation après vendredi passé qui n'avait rien donné. Khalifa, actuellement, c'est tout ce qu'on peut retenir ici. Nous allons y revenir amplement dans nos prochaines éditions. Merci Kadir, à tout à l'heure. Coopération bilatérale Chine-Sénégal. Les deux pays entendent renforcer cette relation. Le ministre chinois des Affaires étrangères est attendu à Dakar dans ce sens. Visite prévue les 10 et 11 janvier prochains. Voici l'ambassadeur de Chine à Dakar. Cette visite a pour objectif le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal. Je dois vous dire que ce sont des relations intenses, ce sont des relations très fortes qui reposent sur une confiance politique qui ne cesse de s'approfondir. Le Sénégal est un pays influent, que ce soit dans la sous-région, sur le continent africain et dans le reste du monde. Parce que sur tous les dossiers, tous les grands dossiers d'actualité internationale, le Sénégal tient à exprimer sa position. Et donc c'est un pays important pour nous. République centrafricaine, le président par intérim démissionne demain, jeudi. Michel Diotoda croit ainsi pouvoir faciliter la sortie de crise tant attendue. Information Reuters. Burkina Faso, le parti au pouvoir en passe de se désintégrer. Plusieurs ténors du CDP ont claqué la porte. Ils reprochent au président Compaoré de négliger la démocratie au sein même de la formation politique. Le récit de Léa Soukaina Ndiaye. Au Burkina Faso, coup de tonnerre au sein du parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Dans une lettre ouverte au secrétaire exécutif du CDP, datée du 4 janvier, plusieurs figures du parti ont présenté leur démission. Dans la lettre ouverte adressée au CDP, les démissionnaires du parti dénoncent les violations répétées dans les textes fondamentaux, ainsi que les méthodes fondées sur l'exclusion, la délation, les intrigues, l'hypocrisie et la coterie. À la tête du Burkina Faso depuis 1987, le président de la République et fondateur du CDP, Blaise Compaoré, est accusé d'avoir fait disparaître la démocratie du fonctionnement du parti. Le parti au pouvoir tenterait également, selon eux, d'imposer la mise en place d'un afin de pouvoir réviser l'article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels consécutifs et interdit à Blaise Compaoré de se représenter en 2015. Parmi les démissionnaires du CDP, on retrouve des figures emblématiques et historiques, l'ex-chef du parti et ancien président de l'Assemblée nationale, Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que l'ancien maire de la capitale, Simon Compaoré. De nombreux anciens ministres, dont Salif Diallo, autrefois homme de confiance de Blaise Compaoré, ont également quitté le navire. Des listes où l'on peut lire les noms des démissionnaires circulent sur les sites d'information burkinabé, une liste qui promet de s'allonger dans les jours à venir. Selon lefaso.net, un parti d'opposition serait prêt à être créé. Pour Blaise Compaoré, la situation s'annonce difficile face à l'hécatombe au sein de son parti, le CDP. Après cette vague de démissions, l'avenir du parti au pouvoir est sérieusement remis en question.
Bonsoir, la page des sports. Bonsoir Khalifa, on parle de football avec la 4e journée de Ligue 1 qui a démarré cet après-midi. Alors, résultat, retenez que les portuaires poursuivent sur leur bonne lancée et ont battu Yego sur le score de 2-0. Le Dakar Université Club s'est imposé devant le Casa Sport, 2-1. À noter que Saloum Fall du Casa a réduit le score, mais son coéquipier Dominique Mendy a raté un penalty, empêchant donc son équipe finalement d'égaliser. À Saint-Louis, la Lingère s'incline devant le Giraffe 2-0. Il s'agit de la première victoire des hommes d'Abdoulaye Sarr depuis le début de la saison. Amour, Tourekunda et Ice Pekin ont fait match 0-0. À Sali, Djambar et Nyaritali se sont quittés sur un score de parité 1-1 à Ngor. Olympique de Ngor a battu le Stade de Mbour 1-0. Junior et US Ouakam ont fait 0-0. Des images de cette 4e journée de Ligue 1 dans nos prochaines éditions. La CAN U15, donc U-20 plutôt, CAN 2015, 43 pays sont en lice pour décrocher leur participation à cette compétition dont nous serons les hôtes. L'Égypte, équipe championne en titre, est qualifiée de même que le Sénégal, le pays organisateur. On parle d'une autre compétition internationale, la Coupe du Monde 2022, dont l'organisation a été confiée, vous le savez, au Qatar. Cette Coupe du Monde pourrait se dérouler en hiver, une annonce faite par Jérôme Valk, numéro 2 de la FIFA, qui fait le constat des températures trop élevées durant l'été. Un créneau doit être trouvé entre novembre et janvier, mais Jérôme Valk, dans une deuxième déclaration, indique que la décision se fera en concertation avec l'ensemble du monde du football. Jérôme Valk qui persiste à dire tout de même que l'hiver est la meilleure période pour jouer ce mondial au Qatar. Une décision est attendue avec le comité exécutif de la FIFA fin 2014. Nous parlons de football, mais cette fois-ci en Europe avec la suite des demi-finales allées de la Coupe de la Ligue en Angleterre. City reçoit en ce moment même West Ham de Mohamed Diamé. Hier, Manchester United a été battu par Sunderland sur le score de 2-1. En Espagne, le FC Barcelone joue sa 8e de finale allée de la Coupe du Roi en recevant Getafe à 21h. Et Lionel Messi, absent depuis 2 mois, fait son retour dans le groupe catalan. En France, 17e journée en retard de Ligue 1. Saint-Etienne de Bayalsal reçoit Evian Tonon Gaillard de Modousougou. On joue également les 32e de finale de la Coupe de France. Et à ce niveau-là, Brest s'est largement incliné devant le PSG 6-2, 5-2 avec un triplé d'Ibrahimovic. En Italie, on démarre ce soir les 8e de finale de la Coupe avec un match Fiorentina qui fait face à Chievo Vérone de Boukari Dramé. On laisse de côté le foot pour parler cette fois-ci de boxe. Mamadou Thiam, boxeur franco-sénégalais, veut marquer son retour au Sénégal. Dans le souci de relancer la discipline, le boxeur affiche au tableau de son palmarès une 50aine de combats, dont 40 victoires. Son portrait avec Chertigan Diane. Voilà, je suis Sérère et je remercie tous les Sérères aussi du Sénégal. Même je quand le Sérère est dans le Sénégal. Donc je suis né à Diofior et puis j'ai grandi là-bas. Mamadou Thiam, vice-champion du monde, champion d'Europe, ce boxeur franco-sénégalais a très tôt quitté son pays natal pour l'Hexagone. Partant en France, je suis parti avec ma famille, donc j'étais petit, donc je partais pour aller étudier, pour aller à l'école comme tous les enfants. Et puis c'est en grandissant qu'on choisit sa voie et puis j'ai choisi ma voie qui était le sport. Je suis né à Diofior et puis j'ai grandi là-bas, je suis parti en France il y a 30 ans presque. Donc je ne suis pas né avec les gants de boxe dans les mains. Donc je suis né comme tout le monde et puis c'est en pratiquant la boxe qu'on marié avec 3 enfants. Voilà, et qui sont venus, ils sont repartis d'ailleurs. La boxe, j'ai commencé ça fait voilà, déjà 20 ans, j'ai une 50aine de combats professionnels. Ouais. La boxe, une discipline qui est en léthargie au Sénégal, ce natif de Diofior compte apporter son savoir-faire et son expérience pour booster la discipline. Être au niveau national, on peut arriver au niveau international. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire quelque chose quoi. J'étais sénégalais, nationalité, et puis j'ai pris la nationalité française après, mais ça fait déjà très longtemps aussi, 20 ans. Et puis comme je suis en train de finir ma carrière, je dis que je vais venir ici au Sénégal pour essayer qu'on fasse pour développer la boxe au Sénégal. Parce que la boxe est partout, sauf au Sénégal. Disponibilité, mon savoir-faire et
mon expérience, c'est ça que je veux donner au Sénégal. Voilà, on sait qu'ici, on a des boxeurs. On est naturellement fort, quoi, je vais dire. Doudou, comme l'appelle le plus souvent ses amis et proches, affiche au tableau de son palmarès 50 combats avec 42 victoires et 8 défaites. Mamadou Thiam, champion de la catégorie Sapo Welters, va marquer son retour au pays. Merci. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci, Mme Fatou Ndoye. Macky Sall, Aminata Touré. Le divorce est-il imminent? Problématique suscitée, bien entendu, par les attaques tous azimuts contre le Premier ministre. Et vous aurez tout à l'heure le décryptage et l'analyse de notre doyen et confrère Ibrahim Bakhoum. Mais d'ici là, le point de cette situation avec Hadi Attala. La crise supposée entre le président de la République et son premier ministre enfle. Des invectives entre les seconds couteaux des deux camps pleuvent. La sortie d'un mouvement se réclamant proche de Mimi Touré qui demande à Macky Sall, président de la République, par ailleurs président de la PR, de remettre de l'ordre dans les rangs du parti, en est une parfaite illustration. Elle intervient après l'entretien accordé à Mambaïnian, responsable des jeunes de l'APR, au quotidien L'Enquête, où il déclarait entre autres que dès qu'on est nommé Premier ministre, on s'attribue un destin. Le jeune apériste allait plus loin en demandant la suppression du poste de Premier ministre qui aiguise les appétits du pouvoir. Il est précédé du ministre d'État Mbaye Ndiaye qui, après la nomination d'Aminata Touré à la primature, déclarait que son poste ne faisait pas d'elle le numéro 2 du parti. La liste des détracteurs de Mimi Touré n'est pas exhaustive au sein de l'APR, notamment les relations exécrables entre elle et la responsable des femmes du parti, Mariam Badiane, et Seydou Gueye dans une certaine mesure. Et plus loin, dans l'opposition, Maître El Hadji Diouf ne la rate jamais dans ses sorties. En tout cas, dans l'histoire politique du Sénégal, de Senghor à Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf, les deux têtes de l'exécutif ont souvent eu du mal à cohabiter. Ibrahim Bakhoum, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, en ramasser, par quel bout prendriez-vous cette situation? Mais écoute, par le bout traditionnel de constater que dans ce pays, il y a toujours des difficultés entre un président de la République et son Premier ministre qu'il choisit lui-même, mais en écoutant parfois la clameur dans son parti. C'est généralement ça. Donc, c'est dans le parti qu'il y a des gens qui commencent par dire « Ah, président, président » ou alors « Premier ministre, Premier ministre ». Et tu sais, il y a un de nos confrères qui a fait une chronique il y a plusieurs années de cela en disant que ou bien le président commence à voir que l'autre est trop pressé, ou alors c'est effectivement l'autre qui est vraiment pressé. Donc dans les deux cas, la lecture est biaisée, les suspicions s'installent et ça continue comme ça. Alors des politiciens de seconde zone parfois en profitent pour imposer leur homme ou leur femme, je veux dire en termes de travail, d'autres évidemment utilisent ce qu'on appelle les faucons. Parfois, ce n'est même pas des faucons, c'est juste des gens qui sont utilisés. Ils ne sont pas aussi durs que parfois on peut le penser, hein, manipulés, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas d'espèce ici. Je ne vois pas ces gens-là. Mais vous êtes en train de dire que ça frise une culture chez nous. C'est devenu ça. Vous savez, la culture, c'est juste... Enfin, en tout cas, c'est au moins une tradition. Parce que ça s'impose, c'est depuis des années que ça arrive. On en est là. C'est arrivé avec Abdoulaye Wade plusieurs fois. C'est en train d'arriver avec Macky Sall. C'était déjà le cas. On a également eu le cas à l'époque Habib Thiam, Abdou Diouf, même si c'est des amis. En fait, voyez-vous, donc, il y a toujours des situations comme ça. Et puis, bon, si vous voulez, depuis 1962 déjà, Senghor Dia. Donc, c'est assez ancien. À un moment donné, on a eu la période durant laquelle effectivement il n'y avait pas de Premier ministre du tout, jusqu'à son rétablissement en 1970, et c'est ce qui préparait évidemment le Premier ministre de l'époque déjà à prendre le pouvoir en cas de vacances de ce pouvoir-là, parce que c'était l'article 35 de la Constitution. Ça, au moins, c'était encadré. Diouf savait que c'était lui, c'était très clair, et que même quelque ambition qu'il ait pu avoir à l'époque, il pouvait attendre, à supposer qu'il en ait eu. Bon, Senghor également savait que de toute façon, il a déjà réglé la question. Évidemment, des démocrates à l'époque avaient beaucoup contesté ça en disant que c'est pas normal, mais peu importe. Il l'avait encadré. Maintenant, ça n'est plus encadré comme tel. C'est juste le président qui décide de dire, c'est sa discrétion. Il a le droit de nommer qui il veut. Évidemment, il nomme qui il veut. Mais quand il nomme qui il veut et qu'il y a des problèmes, ça se répercute toujours sur lui. Mais c'est surtout parce que nous avons une culture entre guillemets, parce que je n'ai pas le bon terme, de l'autoritarisme. C'est-à-dire qu'il nous faut systématiquement toujours nous référer au président de la République, à l'autorité suprême. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, on va aller voir Macky Sall. C'est à l'échelle territoriale.
Même dans une municipalité, dans une commune, très souvent, on s'adresse au président de la République. Oui, systématiquement. Pour des égouts. Des égouts encore, c'est l'argent public. Mais même pour quelqu'un, comme je disais, il suffit d'avoir un petit accident quelque part. Bon, on interpelle le président. Nous voulons rencontrer le président. Nous attendons le président. Le président a tellement à faire. Il n'a pas ce temps. Mais c'est notre culture du kilifa. Très bien. Donc c'est ça qui fait que, évidemment, à la longue, le Premier ministre ne sert à rien. C'est juste un faire-valoir. Et quand il y a crise, il devient infusible. Bon, on le fait sauter. Alors, du coup, peut-on parler de paranoïa politique, de bonne foi parfois, si vous me passez l'expression, bien entendu? Je ne peux pas parler de paranoïa politique comme ça. C'est juste que parfois, on n'est jamais satisfait. D'abord, bon, c'est normal, quand le citoyen n'est pas satisfait de la gouvernance en termes de ses attentes, lui, le citoyen, l'autre a toujours besoin de se référer à quelqu'un ou alors de dire, bah, écoute, il faut que je justifie. Les politiques n'aiment pas des situations dans lesquelles, ça marche, chacun prend ses responsabilités et puis les discute jusqu'au bout. Alors là, doyen, l'échelle est beaucoup plus réduite. Je parle du cadre de la formation politique. Politique? Oui, c'est que même dans la formation politique, effectivement, il y a des gens qui... Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Parfois, dans la formation politique, d'abord, si nous prenons le cas du Sénégal, actuellement, je veux dire le cas qui nous intéresse, l'APR, c'est une formation très jeune, relativement jeune. Donc a été constituée, à la limite, avec beaucoup de volontarisme, etc. Par la suite, évidemment, la formation s'est élargie, beaucoup sont venus pour une raison ou pour une autre, pour une opportunité pour une autre. Et ces gens, à l'intérieur, ne parlent pas le même langage. Qu'est-ce qui finit par se passer? C'est là-dedans même qu'il y a d'autres qui estiment que cette personne n'a rien à faire ici parce que c'était nous avant, parce que cette histoire de la logique de l'ancien combattant là, c'est toujours là. Chacun dit, c'est moi à la première heure, toi tu es la 25e heure, toi tu es la 23e. Donc il faut renouveler. Il faut toujours renouveler. Et en fait, ces gens qui demandent le renouvellement estiment qu'ils sont assez insuffisamment servis. Ceux qui étaient là avant estiment qu'ils sont assez insuffisamment servis parce que malheureusement, nous considérons encore dans ce pays que, c'est le président de la République qui donne tout, il le donne à partir de son gouvernement à partir de son parti, et voilà, et les amis de son parti. Et certains poussent même le bouchon un peu plus loin en recommandant la suppression pure et simple du poste de Premier ministre. Si vous voulez savoir, je ne suis pas preneur. Parce que si vous supprimez le poste de Premier ministre, qu'est-ce qui va te rester? Déjà que le président est hyper chargé, on en parlait tantôt, il est sollicité pour tout. Alors, il peut arriver simplement que les gens descendent un peu plus bas en disant le Premier ministre dans un premier temps, peut-être le ministre. Mais si maintenant vous enlevez ce poste de Premier ministre, il n'y a que le président qui est là. C'est lui qui va recevoir toutes les sollicitations, il va recevoir toutes les attaques, il devient l'interlocuteur théoriquement de tout le monde, même puisqu'il ne pourra pas parler à tout le monde, parce que quand des gens peuvent sauter le Premier ministre pour aller au président de la République, ne parlons pas des ministres et des gouverneurs et des directions générales. Ils ne vont même pas parler à ces gens-là. Donc il vaut mieux trouver une formule telle que le Premier ministre, sa nomination ne dépendra plus des humeurs ou des craintes ou des calculs ou des suspicions d'un président de la République, faire en sorte que ce soit quelqu'un de constitutionnel. Ce serait erroné de dire que c'est le président Wade qui a un peu instauré cette façon de faire. Disons que lui, il avait peut-être qu'effectivement il a une responsabilité là-dedans. Sa responsabilité a été quoi? Effectivement, dans un premier temps, il a un Premier ministre, Moustapha Niasse. Moustapha Niasse savait que de toute façon, ils n'étaient pas dans la même direction. Donc, on a mené un combat ensemble contre Diouf. Bon, il est parti, ça va, un peu de réglage. Mais la différence qu'il y avait entre Wade et Macky, c'est que Wade avait un parti qui était là depuis très longtemps, qui a combattu pendant des trucs, qui s'est présenté plusieurs fois, il connaissait. Mais quand même, en commençant à régler les comptes à l'intérieur du PDS, pour diverses raisons, Macky est jeune. Abdoulaye Wade était déjà tellement vieillissant que quelqu'un avait dû se dire, écoute, qu'on m'excusera, mais avant qu'il ne meure, il faut quand même que je me positionne. Ça, c'est des choses que vous pouvez comprendre politiquement. Naturellement. Parce que tout le monde disait que, écoute, ça va, il est là, mais ça va, il est fini. Donc, ne laissons pas l'AFP, ne laissons pas, je ne sais pas trop quoi, prendre le pouvoir. Et effectivement, il a fait un calcul sur cette base-là. On peut le comprendre, honnêtement. Mais des gens qui étaient anti-Idi, ensuite Idi qui pensait que c'était son tour et tout, on dit qu'il était pressé. Je ne sais pas s'il était
pressé ou pas. Mais voilà, il fait ce qu'il fait. Votre expression du début l'a très bien résumé, je pense. C'est là votre expression de oui. Il est suffisamment pressé. Ou c'est l'autre qui pense qu'il est pressé, etc. Qui le regarde comme ça. Et à l'arrivée, donc, Wade a fait ça, à un moment donné, il a voulu rectifier, je pense que cette idée de vice-présidence, c'est peut-être ça le ticket présidentiel. Comme ça, quand vous avez un président élu, un vice-président élu, l'un ne peut pas dégommer l'autre comme ça simplement sur un coup de gomme, sur un coup de crayon ou je ne sais pas trop quoi. Mais évidemment, comme on dit, quand vous enveloppez un bon projet dans une couverture abominable, ben écoute, les gens jettent tout. Alors, et c'est ce qui est arrivé, parce que quand ils voulaient faire la vice-présidence, en même temps, cette histoire de car blocage, etc. Bon, écoute, c'était pas acceptable, donc voilà le résultat. Très bien. Alors, l'histoire se répète un peu, du coup, il faut bien trouver un sens à tout cela, ou une formule. Alors, faut-il, disons, s'écraser pour garder la confiance des uns et des autres, en tant que Premier ministre? Mais ça ne peut pas marcher. En fait, en tout cas, je peux pas ça ne peut, non, c'est pas un problème d'ambition. Ça ne peut pas marcher avec Mimi. Enfin, je pense que je la connais. Je pense qu'en tout cas, je l'observe. Et ça ne peut pas marcher avec elle. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on lui demanderait de s'écraser. C'est que ça nous renvoie toujours à cela. Même on prend des bénis pour les mettre en place. Ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. D'ailleurs, je ne sache pas qu'il y ait eu beaucoup de premiers ministres au Sénégal, y compris Souad, qui est accepté d'être des bénis, etc. Bon, ça va, tout ce que me dit, je vais remarcher pour toi, etc. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je pense que, mais il faut des hommes de caractère. La gouvernance, c'est quand même du caractère. Maintenant, le Wolof le dit toujours, on ne peut pas avoir deux tours à s'abreuver au même truc. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais il ne s'agit pas ici de ça. Il y a un président de la République élu par les Sénégalais qui a la responsabilité de nommer qui il veut pour faire fonctionner son équipe, pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés et qu'il a promis. Mais ce président de la République, c'est lui qui décide de qui il prend. S'il pense qu'il peut prendre quelqu'un en le mettant, parce que il manque de background, il manque de carrure, il n'a aucune personnalité, donc incapable de revendiquer quoi que ce soit, si c'est là qu'un président de la République choisit, c'est une catastrophe. Le Sénégal ne mérite pas ça. Alors, est-ce que la primature n'est pas perçue simplement au Sénégal comme le poste de l'ascension vers la présidence? Tout comme également le fusible qu'on fait sauter immédiatement. Les deux existent. Donc, de toute façon... Le problème, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'un homme politique, d'abord, le parti politique ambitionne toujours de conquérir le pouvoir. Et les hommes politiques qui sont là-dedans également veulent aller plus loin. Quand vous arrivez à une station, le terme est maintenant consacré, comme la primature, il ne reste qu'une chose, c'est la marche vers le haut ou alors la dégringolade. Je ne sache pas qu'il y ait encore un Premier ministre ici qui a accepté, après avoir été Premier ministre, de devenir ministre ou de devenir directeur général. Donc, ben voilà, si bien que quand on a été Premier ministre, c'est fini. Il n'y aurait pas de formule magique. C'est le grade de colonel, c'est fini. Vous passez général, vous restez colonel tout le temps. Mais puisque ici, on ne peut pas rester tout le temps, on dégringole, c'est tout. Merci beaucoup Ibrahim Bahoum pour ce décryptage et cette analyse. Je vous le disais en titre et en début de journal que ce n'était pas simple du tout. L'arraisonnement le week-end dernier de ce bateau russe, la Marine nationale s'est prononcée en exclusivité sur TFM pour la toute première fois. La Marine qui indique cette résistance de la part de l'équipage du chalutier, mais il y a eu plus de peur que de mal. La Marine nationale qui revient pour la première fois sur ses péripéties. Écoutez. En situation déjà de pêche illégale depuis le 23 décembre 2013. Donc l'équipage du Ferlo donc, a envoyé une équipe de visite à bord donc, pour effectivement mener les opérations de visite qui sont prévues là, dans ce cas de figure. Donc quand ils sont montés à bord et qu'ils ont effectivement dit au commandant du chalutier que ce navire a été attrapé en situation de pêche illégale depuis le 23 décembre, plus les autres infractions qu'il avait commises ce jour-là, et que le navire devait rejoindre Dakar. Donc le commandant de pêche déjà a commencé à être menaçant. Il a appelé tout son équipage, ils étaient 85, il y avait 85 personnes à bord, donc 65 Russes et 22 Bissau-Guinéens. Donc c'est un chalutier sénégalais qui a donné l'information, qui a croisé le chalutier russe en train de pêcher illégalement dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Donc le commandant de pêche déjà a commencé à être menaçant. Il a appelé tout son équipage, ils étaient 85, il y avait 85 personnes à bord,
donc 65 Russes et 22 Bissau-Guinéens. Ils se sont rassemblés, ils sont presque massés autour de l'équipe de visite et leur ont interdit de se mouvoir dans le navire. Ça également, c'est un refus d'obtempérer. Le commandant a refusé d'obtempérer alors qu'il lui a été donné de rallier Dakar. Et qui plus est, il a fait appel à 2 autres chalutiers russes, si vous connaissez la taille de ces navires. Donc les chalutiers sont venus presque pour essayer d'intimider le navire de guerre du Sénégal. Donc, mais vous savez que le chef d'état-major de la Marine nationale avait donné des instructions fermes pour que la force minimale soit employée. Donc, presque pendant 15 heures de temps, on a essayé de persuader le commandant du navire de rallier Dakar, ce qu'il a refusé. Donc, c'est ainsi donc que la décision a été prise par le commandement d'envoyer une équipe de visite spécialisée dans ce cas de figure, ce qu'on appelle des visites opposées, c'est-à-dire quand l'équipage ne coopère pas. Ils ont été neutralisés et isolés dans des pièces parce qu'ils empêchaient l'équipe de visite quand même de pouvoir procéder donc, quand même à leur travail. Et quand ces éléments menaçants ont été neutralisés et donc et isolés, en ce moment, donc, le commandant du navire a accepté de rallier Dakar. Voilà donc le film de cet arraisonnement, l'armée qui dispose de moyens de contrôle et de surveillance des eaux sénégalaises. C'est une assurance de Michel Diouf que nous allons réentendre. Le tableau de chasse 2013, selon lui, affiche 15 navires. Ce sera dans nos prochaines éditions. Ne ratez surtout pas Faram Fatché tout à l'heure avec Pape Ndiaye autour de lui, Moussassi, maire des Parcelles Assainies, Dr Malik Diop, porte-parole de l'AFP, Oumar Sarr de Réumi et Abdou Mbow de l'APR. Excellente soirée sur TFM. Retenez dans l'actualité également la rencontre en cours entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants de l'UCAD. Le point d'achoppement demeure bien entendu cette hausse des prix des frais d'inscription. Abdelkader Mbacké Seck nous en dira un peu plus dans nos prochaines éditions. Bonsoir.